Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet atelier du Salon Pro Durable et Rencontre Pro Durable de Lyon en partenariat avec Veolia. Nous vous proposons aujourd'hui un atelier sur la gestion de crise. Alors dans l'intitulé initial, on parlait de modèles de résilience et on l'a reformaté en parlant de quel modèle inventer face à l'augmentation des crises environnementales. Alors, pour le bon fonctionnement de cet atelier, vous voyez sur la droite de votre écran, vous avez une partie de chat sur laquelle justement chacun d'entre vous est en train de laisser un petit message d'accueil. Si vous souhaitez poser des questions et que vous avez des questions qui vous viennent pendant l'échange, vous avez l'onglet qui est juste à côté sur lequel vous pourrez écrire et elles resteront de façon plus durable pour qu'on puisse les reprendre en fin d'atelier. Cet atelier va se composer en 3 parties. Là, une première partie qui va faire appel à des experts qu'on a réunis pour vous autour de cette question avec différents regards, différents angles de vue et aussi bien sur du juridique, de l'assurantiel, du technique et de l'opérationnel. Deuxième partie où on va croiser ces regards de façon un peu plus précise avec Gilles Sabar, avocat en droit de l'environnement, expert en gestion de crise, et Franck Texier, qui est notre directeur des opérations sur Veolia au Centre-Est. La troisième partie, ce sera justement celle où on pourra prendre vos questions et essayer d'y répondre. Je vois que le chiffre des participants est à peu près stabilisé. Ce que je vous propose, c'est de démarrer cet atelier. J'ai le plaisir de passer la parole à Jean-Paul Coursier, qui est le coordinateur national de gestion d'alerte et de crise de Veolia et qui va poser le contexte quand on parle d'une crise environnementale, de quoi parle-t-on? Bonjour à toutes et à tous. Oui, je voulais reposer ce contexte parce que la définition d'une crise est pas forcément très claire dans l'esprit de tout le monde. Il faut savoir qu'une crise, c'est la conjonction d'un aléa et d'un enjeu. Alors, j'ai donné un exemple dans cette slide. Un aléa, c'est un phénomène qui va arriver, qu'il soit naturel ou non d'ailleurs, comme les pluies. Et l'enjeu, c'est un impact, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va porter sur les personnes, les organisations, les biens, etc. Donc, une pluie va impacter une inondation, ou comme on le voit dans l'autre illustration pour Lubrizol, un incendie peut entraîner une pollution, que ce soit des terres, des ressources ou d'autres éléments. Donc c'est bien cette notion qu'il faut garder à l'esprit, c'est il y a un phénomène, et ce phénomène qui est dangereux induit par son impact sur les personnes, s'il a un impact, un effet de crise. Slide suivant. On a considéré et on a surtout noté depuis un certain nombre d'années une augmentation inquiétante des crises environnementales. Vous n'êtes pas sans savoir que on parle de plus en plus d'épisodes Cévenol pour les pluies, de tempêtes qui sont à répétition, comme la tempête Irma au niveau des dom-toms. C'est un phénomène qui augmente à la fois en fréquence, en lieu, parce qu'il y a certains endroits où on avait beaucoup moins l'occasion qu'avant d'être confronté à ce genre de crise. On a un effet aussi, bien sûr, beaucoup plus médiatisé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, chacun est un reporter en puissance, ne serait-ce que s'il a un téléphone et un abonnement à un réseau social. Et c'est d'autant plus inacceptable, à la fois par l'opinion publique et à la fois par les moyens qu'on peut mettre à disposition aujourd'hui et qu'on n'avait pas avant. Ce qu'il faut avoir aussi à l'esprit, c'est qu'elles sont d'autant plus inquiétantes, l'augmentation est inquiétante, mais elles sont d'autant plus inquiétantes aussi qu'il y a un effet cumulatif. On a beaucoup plus d'effets exogènes, que ce soit par des malveillances ou par d'autres phénomènes, et aussi par le phénomène que tout est enchevêtré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand une crise arrive, elle n'est pas simplement une crise de l'eau, une crise de l'électricité ou une crise climatologique, elle impacte effectivement tous les éléments des services qu'on peut mettre à disposition des abonnés et des consommateurs. Bien évidemment, comme les effets sont cumulatifs et comme les causes sont multiples, les responsabilités sont systématiquement recherchées, mais je laisserai mon collègue Stéphane vous en parler plus en avant. Et bien évidemment, ça oblige, comme c'est beaucoup plus fréquent et beaucoup plus
fort en impact d'avoir une anticipation et une gestion sur des temps longs. Alors, je donne pour exemple les inondations qu'il y a eu dans toute la région parisienne et la vallée de la Seine. Ces inondations, elles ont énormément évolué. Et en fonction des retours d'expérience qu'on a eus, les premières inondations n'ont pas été gérées comme les dernières qu'il y a eu, du fait qu'elles n'étaient pas plus fortes, mais beaucoup plus longues, et que donc la gestion technique, en particulier des réseaux de transport, des réseaux d'eau, des réseaux d'électricité, des réseaux télécoms, ne sont plus à gérer de la même façon. C'est totalement différent. Slide suivant. Alors, bien évidemment, toute crise demande des moyens d'intervention. Ce qu'il faut savoir, c'est que la difficulté, c'est de gérer à la fois les causes et les conséquences. Si on ne gère pas la cause, la crise va perdurer. Et si on ne gère pas les conséquences, on aura une difficulté d'un retour à la normale. Donc, ça implique à la fois une intervention des moyens, comme vous le voyez sur la photo, les sapeurs-pompiers, les SDIS pour éteindre les incendies ou venir secourir les personnes. Mais c'est aussi en même temps les conséquences, comme on peut le voir sur la photo de droite, qui est une photo qui a été prise lors de la tempête Irma, où Veolia a été en collaboration avec la Croix-Rouge française, pour permettre de redonner une distribution d'eau le plus rapidement possible aux populations et permettre une reprise de la vie économique. Voilà, j'ai été assez rapide pour pouvoir laisser mes collègues finaliser leur présentation et je reste bien sûr à votre disposition pour toute question sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Paul pour cette entrée en matière. Ce qu'on me propose, c'est de suivre par une vidéo qui a été tournée à l'occasion de la gestion de crise sur la Vésubie et qui met en relief le fait qu'il y a bien sûr la crise avec cette inondation catastrophique, mais aussi la nécessité de mettre en place des solutions pour pallier, et là en l'occurrence on va parler de l'assainissement, c'est-à-dire la station d'épuration qui a été emportée à l'occasion de cette crue, et qu'il ne faut pas laisser le milieu être pollué de façon durable pendant que le reste de la crise doit être géré, et évidemment quand on le fait, eh ben, on le fait dans l'urgence et pas forcément avec des moyens qui sont très adaptés. Voilà, c'est 2 minutes 25, très courte mais assez explicite, vidéo que nous vous partageons. La tempête Alex, la métropole Nice-Côte d'Azur s'est rapprochée de nous et nous a demandé d'installer 2 unités mobiles de traitement de usées sur les communes de Roquebière et Saint-Martin-des-Vésubie. On est sur le site de l'ancienne station d'épuration. C'est une unité qui permet de traiter l'eau d'une manière physico-chimique. La difficulté à ce moment-là, c'était d'amener à poste ces unités mobiles. Toutes les infrastructures routières étaient coupées. Le seul itinéraire préférencé, c'était par l'Escarène, Lucéram, le col de Turini, la Golène. On a été obligé d'utiliser des moyens un peu exceptionnels parce qu'on a emprunté une route hyper sinueuse. Le but de l'UMT est de récupérer la pollution générée par les habitants. Ça va être de traiter l'eau pour la rendre la plus propre possible au milieu naturel, et ce dans un contexte provisoire, parce qu'évidemment tout va être fait, mais tout va demander un certain temps. Il y a des travaux gigantesques qui sont entrepris, parce que pour reconstruire la vallée, ça va être un boulot de plusieurs années. Et pendant ce temps-là, la métropole Nice-Côte d'Azur a voulu préserver son environnement, le rejet dans l'île naturelle, la Vésubie, l'environnement de cette magnifique vallée. C'est de cette manière que Veolia participe à la dépollution de ces eaux-là, de manière à rendre l'eau la plus propre possible au milieu naturel. Pourquoi le groupe s'est mobilisé? Parce que Veolia a ancré son histoire sur la protection de l'environnement, sur les besoins vitaux des hommes et sur notre capacité à leur fournir ce dont ils ont besoin, en particulier sur l'eau, l'assainissement, mais aussi les déchets. Et il était évident qu'une telle catastrophe nous touchait, nous personnellement, mais touchait aussi le groupe. C'est notre métier, c'est notre engagement, ce sont nos valeurs, c'est de rendre service à nos clients. On a vraiment traité l'urgence, c'est-à-dire tout le monde a de l'eau et l'eau est traitée. Maintenant, le sujet, ça va être de reconstruire, de s'engager dans le long terme. On va réfléchir à l'avenir différemment. Voilà, donc c'était tellement bien quand on l'a entendu 2 fois, c'était
les aléas du direct. En tout cas, j'espère que voilà, vous avez réussi à suivre cette vidéo. Transition en tout cas entre le propos de Jean-Paul introductif et celui de Franck Texier, donc directeur des opérations sur la région Centre-Est. Bonjour à toutes et tous. Bon, alors moi, en tant que directeur des opérations, je vais essayer de vous donner un petit éclairage d'un gestionnaire de terrain. Même si certaines choses vous semblent assez évidentes, je pense qu'il est toujours bon de rappeler qu'une crise, et une crise environnementale a fortiori, en fait, c'est 3 temps. Hein. C'est ce que j'appelle l'avant, le pendant et l'après. Une bonne préparation, être capable de simuler, évidemment de prévenir, c'est la clé d'une bonne gestion de crise. L'après, c'est souvent gérer les sinistres, les dommages et savoir adapter sa réponse future. Il y a aussi évidemment toujours des phases de reconstruction, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt le pendant. Parce que quel que soit l'avant et quel que soit l'après, ce que retiennent la plupart du temps les gens, les élus et les services, c'est finalement l'action. C'est qu'est-ce qui s'est passé au moment où en fait le système, quel qu'il soit, a été perturbé. Et l'action, c'est souvent finalement 2-3 points. C'est la capacité à mobiliser fortement les logisticiens, les moyens humains et matériels. C'est des enjeux de coordination et d'information. Et c'est aussi dans ces moments-là être capable de prioriser les actes et les actions au sens large. Si on traduit ce pendant dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, c'est quand même notre cœur de métier, si tu veux bien passer la slide suivante, on peut parler d'une forme de singularité en fait, des métiers de l'eau et de l'assainissement à ce titre-là. J'aime bien rappeler souvent que finalement une crise dans les métiers de l'eau et de l'assainissement, une crise plutôt catastrophique, hein, comme on l'a vu tout à l'heure sur la Vésubie, ce qu'on retrouve finalement quasiment tous les ans maintenant sur l'arc méditerranéen, c'est une dynamique qui est quand même singulière, puisqu'elle s'étage en 3 temps la plupart du temps. La première réponse, c'est évidemment comment redonner ou donner de l'eau potable à la population, et ça, c'est une réponse qui doit s'inscrire en 1 ou 2 jours. Très rapidement derrière, c'est dans la semaine, dans le 3e, 4e, 5e jour, se posent rapidement des problèmes liés à l'hygiène au sens large. Et s'inscrit un peu plus durablement, mais au bout d'une semaine, en général, tout de suite des questions qui se posent sur comment on rétablit rapidement l'ensemble des services publics. Et comme vous le voyez aussi avec nos collègues souvent d'Enedis, les problématiques d'énergie et d'eau sont les premières préoccupations qui interviennent très rapidement pour pouvoir remettre en service les hôpitaux, les écoles, les services de défense incendie par exemple. Et ça, c'est en général 1 à 2 semaines. Donc cette dynamique en 3 temps nous amène de façon assez claire à avoir une réponse quasi immédiate qui se passe, parce que c'est quand même ce qui est le plus simple, par des approvisionnements en bouteilles d'eau. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, dans un temps plus long, on voit bien que ce qui se produit, c'est souvent différents types de problématiques auxquelles il faut à chaque fois apporter une réponse adaptée, parce qu'on a soit des destructions d'ouvrages, comme c'était le cas dans la crise de la Vésubie, soit un problème d'alimentation électrique. Inutile de vous dire que l'ensemble des installations de traitement d'eau ou d'assainissement fonctionnent avec de l'électricité, sans énergie, pas d'eau. Et puis, on a aussi des choses qu'on ne connaît moins bien, c'est ces phénomènes, notamment d'inondation ou de sécheresse ou de pollution, peuvent durablement polluer des ressources qui sont soit des ressources de surface, donc des lacs, des cours d'eau, ou des ressources souterraines, donc des nappes phréatiques. Et donc, il faut être capable de faire face à ces situations très diverses et très localisées. On a des moyens donc alternatifs de traitement, comme vous avez pu le voir, et s'ensuit dans un deuxième temps, en général, les problématiques de remise en état des ouvrages, et ça, c'est toutes les actions qu'on doit mener dans les 2 premières semaines. Juste un petit zoom sur les fameuses unités mobiles de traitement dont on dispose, qui est une forme de réponse à ces crises. Alors, vous voyez quelques photos qui ont été prises ces dernières années. Derrière ces beaux containers, il y a en fait toute une technologie incluse qui permet en fait, dans différents types de pollution, être capable de remettre en service des quantités relativement modestes, mais qui permet au moins de répondre à la première question de la remise en eau et la plupart du temps les problématiques d'hygiène. Donc juste pour ouvrir le débat qu'on aura tout à l'heure, un petit zoom également sur quelques singularités de nouveau du système d'eau et d'assainissement. C'est un produit qui est très local, hein, contrairement à l'énergie, et donc on est en relation avec des communes ou des communautés de communes, et les problématiques doivent se traiter à ce niveau-là, et ça crée
une singularité qu'il faut être capable d'adresser. L'autre point important, comme vous l'avez vu, c'est les moyens qui nous permettent de faire face aux premières journées de crise sont des moyens lourds en termes d'investissement et de savoir-faire. On a vu des matériels, mais évidemment, il y a les hommes et les femmes qui vont avec. Ça reste pour des occurrences faibles, évidemment, et des capacités réduites. On n'est pas capable de remettre en service la totalité des infrastructures et des contextes qui sont très variés, qui nécessitent en fait, aussi bien en termes de traitement que de logistique, d'adapter les situations. Et tout ça m'amène en fait à une question qui est ouverte. On voit bien qu'il y a un modèle économique à adapter et à imaginer pour une meilleure résilience des territoires, puisqu'en fait, l'ensemble de ces dispositifs sont, la plupart du temps, pas prévus dans les relations qu'on peut avoir avec les collectivités. Voilà. Et donc, il est important qu'on soit capable d'adresser demain, d'une manière ou d'une autre, cette problématique, ces enjeux, de façon souvent différente, vu l'augmentation des intensités, des fréquences et de la disparité sur le territoire. Voilà ce que je pouvais vous dire à titre introductif. Merci beaucoup, Franck. On propose justement de compléter cet avis technique et opérationnel avec l'intervention de Stéphane Rappi, qui est directeur des risques et des assurances pour Veolia France, et qui va nous apporter son regard. À toi, Stéphane. Merci beaucoup, Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Désolé pour la caméra, mais elle m'a fait un petit poisson d'avril et je n'arrive pas à la débloquer, donc vous n'aurez pas ma tête. Je m'en excuse par avance. Oui, alors juste un petit focus, mais très, très sommaire sur l'assurance, mais on va voir que c'est quand même un partenaire très important dans tout le processus de gestion des risques. Juste pour savoir de quoi on parle quand on parle d'assurance, encore une fois de manière très simple, mais c'est très important, l'assureur est quelqu'un qui vient pour financer les risques. Il va donc se substituer à l'assuré pour indemniser les sinistres. Et l'assurance est basée sur deux piliers fondamentaux que l'on va appeler l'aléa et la mutualisation. L'aléa, pour compléter un peu ce que disait Jean-Paul tout à l'heure, au sens assurantiel, l'aléa, ça va être défini comme un événement soudain et accidentel. Donc, si ce n'est pas un événement soudain et accidentel, donc tous les événements soudains et accidentels vont pouvoir être assurés par un contrat d'assurance. Quand ce n'est pas le cas, ce sera beaucoup plus difficile. Et l'autre pilier fondamental, c'est la mutualisation. La mutualisation, ça consiste à avoir une assurance d'une grande population de cotisants qui vont servir à indemniser une minorité qui va être sinistrée. Et tout ceci fonctionne sur un équilibre qui doit durer dans le temps pour l'assureur entre les cotisations qu'il perçoit de la part de ses assurés, les primes, et les indemnités qu'il va verser dans le cadre des remboursements des sinistres. Et quand on fait le ratio entre ces primes perçues et ces sinistres payés, on appelle ça donc, le ratio S sur P ou le ratio combiné. S'il est inférieur à 1, l'assureur gagne de l'argent, et s'il est supérieur à 1, l'assureur en perd, et ça va donc se répercuter sur les primes à venir. Slide suivante, s'il te plaît. Merci. Là, je vous ai présenté un petit focus. Alors, il y a beaucoup de graphiques, mais on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais juste pour que vous compreniez, l'assurance en France, après ceci est valable malheureusement aussi dans le monde entier. Mais si on fait un focus spécifiquement sur la France, tous les ans, la FFA, qui est la Fédération française d'assurance, publie un rapport avec les données, un rapport de plus d'une centaine de pages, avec plein de données sur les assurances sur le territoire national. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est justement cette évolution du ratio combiné ou la sinistralité des assureurs. Donc, encore une fois, le ratio entre les primes perçues et les sinistres qu'ils payent. Sur les deux graphiques de gauche, on voit qu'au niveau des assurances des biens des particuliers et en dessous, l'assurance des biens des professionnels et agricoles, quand le ratio, alors là on est en pourcentage, quand le ratio dépasse 100, l'assureur perd de l'argent. Donc on voit que sur les années 2005 à 2010, le ratio était supérieur à 100, donc les assureurs ont perdu de l'argent sur ces périodes-là. Après, ça va un petit peu mieux. Sur l'assurance des professionnels, ce n'est pas mirobolant, on n'est pas largement au-dessus dans les 50 ou 60%, on est dans des ordres de 95-97%, avec en 2019, 99%, donc c'était déjà assez limite. Et là où c'est encore plus flagrant, c'est quand on regarde l'évolution de la sinistralité que payent les assureurs sur les événements naturels. Donc les événements naturels, au sens, alors dans les contrats d'assurance, c'est un peu spécifiquement labellisé, mais si on parle essentiellement les tempêtes, les inondations et les sécheresses, on voit que dans les années 2010 à 2015, les assureurs payaient entre 1,5 milliard et 2 milliards, c'est en milliards, hein, entre 1,5 milliard et 2,5 milliards
de sinistres par an. Et maintenant, on voit que depuis 2016, c'est plutôt de l'ordre de 3-4. Donc, ça a carrément doublé. Donc, on voit une très nette augmentation, de la sinistralité, aussi bien en fréquence qu'en montant. Et ça joue malheureusement sur ce qu'on a dit tout à l'heure, la définition de l'assurance, qui est l'aléa et la mutualisation. Si la fréquence augmente fortement, l'aléa est de moins en moins là. C'est quelque chose qui devient extrêmement récurrent, ça pose un problème. Et si le nombre de sinistrés est très important, ou de plus en plus important, ça pose également un problème sur la mutualisation. D'où les conséquences, des cotisations d'assurance, les primes qui sont en hausse, des réductions dans les garanties d'assurance des assureurs, c'est-à-dire que pour les assurés, ils retiennent une part sur leurs fonds propres des sinistres, ça veut dire augmentation des franchises, augmentation des exclusions, recherche de moyens de financement alternatifs à l'assurance. Nous, c'est ce qu'on fait par exemple au sein de Veolia, on va essayer de trouver d'autres moyens de financer nos risques, mais surtout, et j'insiste là-dessus, les deux piliers qui vont avec d'ailleurs l'assurance, qui sont les actions de prévention et de protection. Donc les forts enjeux pour pallier à cette sinistralité croissante, ça va être de mettre le paquet sur les actions de prévention pour limiter la probabilité de survenance des sinistres, les actions de protection pour limiter leur impact financier. Toute cette gestion de crise joue aussi avec un transfert avec des professionnels de la gestion des risques, très important avant, bien sûr aussi pendant et après les crises, mais le avant est fondamental. Et pour pouvoir bien gérer ces crises et bien gérer en amont les problématiques futures, il faut mettre en place des partenariats avec tous les acteurs. Donc nous, spécifiquement, maintenant évidemment, avec les collectivités de par nos métiers, mais ça concerne aussi tous les exploitants, on l'a dit tout à l'heure, l'eau, l'électricité, les télécoms, avec des industriels, avec des conseils qui sont experts en gestion de sinistres, des experts, des avocats, mais aussi avec nos assureurs. Nous, on a un partenariat très très fort avec nos assureurs pour qu'ils nous aident à mettre en place les bons outils de prévention et de protection. Merci beaucoup Stéphane. On va compléter ce tour de table avec un regard juridique, puisque les crises, vous l'avez démontré, augmentent. Il y a un impact sur les montants des assurances. Alors, comment le régulateur prend en charge ce contexte? Gilles Sabart, avocat au barreau de Lyon, spécialisé en droit de l'environnement et de la gestion de crise. Merci. Bon, merci beaucoup et je suis très heureux de partager ce moment avec vous. D'ailleurs, je ne vois plus le slide, mais ça va bien s'arranger. C'est la première crise qu'on peut connaître aujourd'hui. Oui, en tant que gestionnaire de crise, j'ai travaillé pour un groupe industriel et j'ai fait énormément de gestion de crise, notamment environnementale. Donc, je me suis confronté à des moments un petit peu difficiles, qu'elles soient des crises industrielles et quelquefois aussi des crises sociétales et liées au territoire. Et en fait, on s'aperçoit d'une chose maintenant sur des crises de façon un peu globale, c'est qu'il y a une demande sociétale qui impose la question de dire qu'est-ce que vous avez fait pour que cela n'arrive pas. Et on rejoint un peu les questions qui ont été sur les trois premiers intervenants, c'est que la notion de prévention, de prévision et des moyens pendant la crise, elle se pose très fortement et le droit s'adapte à cette demande. De façon très forte. C'est un petit peu, on verra tout à l'heure aussi sur tout ce qui est l'éthique des affaires et la compliance. Et donc, c'est un point très important où la population, les collectivités locales, l'industriel, s'il est victime, il posera toujours cette question-là. Quels moyens vous avez pris pour que cette chose n'arrive pas et que vous puissiez la gérer? Et ça, c'est aussi un mouvement très important parce que c'est tout le mouvement du changement, ce que j'appelle le changement de paradigme de l'État. C'est qu'avant, l'État considérait, sanctionnait d'un point de vue pénal un certain nombre d'actions faites ou non faites ou d'omissions, ou des gens qui disaient qu'ils ne voulaient pas voir qu'il y avait un problème, comme du brissol, on va dire. Et donc, l'État, avant, sanctionnait, utilisait le droit pénal et il a considéré, on le voit d'ailleurs dans l'étude d'impact de la loi de 2020, que ce droit pénal, il considère qu'il n'a pas fonctionné. Et donc, ce que demande l'État maintenant, et ce que va vérifier l'État et les régulateurs, aussi les autorités administratives indépendantes sur d'autres sujets, c'est qu'il va aller vérifier la qualité des outils de prévention. Un petit peu comme a dit juste avant Stéphane Raby sur l'assureur, et ben l'État va faire cette fonction-là, va entrer dans la gouvernance de l'entreprise, et va dire montrez-moi les outils que vous allez mettre en place. Et donc, c'est des principes juridiques qui sont très forts,
à l'intérieur. Et donc, c'est tout l'État qui va intervenir sur la notion de prévention. Montrez-moi les outils de prévention que vous avez mis, montrez-moi la qualité de ces outils, je veux les vérifier. Et si cette qualité ne correspond pas, votre responsabilité peut être engagée. C'est ne pas le fait d'avoir un problème à un moment donné, c'est le fait de ne pas avoir mis les outils en place. Ça vaut aussi bien pour les collectivités locales que pour les entreprises. Et la deuxième chose qui vient, et c'est son corollaire, c'est le fait qu'on rentre dans un système de transparence. C'est-à-dire que cette transparence, c'est l'accès à l'information. On voit sur des sites Céveso, on le voit sur des sites sensibles. Vous devez, en tant que collectivité locale ou en tant qu'industriel sur 30 points, informer la population, informer des collectivités locales, informer a fortiori votre assureur sur ces risques et exercer que ces gens-là puissent avoir les moyens de gérer ce risque. On se souvient toujours, quand on était peut-être plus jeune pour certains, on s'entraînait, pour ceux qui habitaient vers un site Céveso, ils s'entraînaient s'il y avait un problème. Les écoles le font par exemple pour le risque terroriste. Mais maintenant, peut-être sur des risques autres, inondations par exemple, où les gens qui étaient en Savoie, ils avaient aussi ces exercices de risque liés au barrage, c'est des choses qui ont tendance à disparaître. Or, c'est maintenant, et le régulateur et l'État va faire très important, va faire très attention, parce qu'il y a une sorte d'échec, c'est de voir si ces populations sont bien préparées à ce risque et puissent être capables de gérer et avoir le bon comportement. Tout ça, c'est le troisième principe qui arrive de façon très forte derrière. On le voit avec la loi de 2017 qui s'appelle la vigilance raisonnable. C'est qu'on demande maintenant aux personnes en charge du risque d'être vigilants. C'est-à-dire que c'est plus le fait de dire je savais pas, j'ai pas voulu regarder. La fameuse phrase de, je crois que c'est Jacques Chirac qui disait quand la maison brûle, je regarde pas la maison. Non, maintenant on demande un peu comme dans la RSE, c'est aussi issu de ces principes de RSE, c'est la vigilance raisonnable. On doit faire les diligences nécessaires, on doit faire de la vigilance de façon raisonnable pour pouvoir prévenir le risque et le risque ne se réalise pas. Et donc, la loi de 2020 qui est arrivée très fortement et qui a été beaucoup discutée, donc fin d'année de l'année dernière, et donc l'État constatant que la justice n'était pas forcément efficace, elle a développé des outils qui existent déjà en anticorruption en France, en Angleterre, aux États-Unis. C'est un droit qui est plutôt issu anglo-saxon. Et donc, ce qu'on appelle les amendes administratives. C'est-à-dire que si vous n'avez pas mis en place les outils, si vous respectez pas de vos mises en demeure, si vous n'êtes pas nickel chrome, on peut, au niveau des personnes privées, vous condamner à une amende administrative qui peut monter jusqu'à 30% du chiffre d'affaires du groupe. On le voit, les gens qui connaissent un peu le droit connaissent ça très bien dans le domaine des ententes. Mais ça arrive. Et la deuxième chose qui est très importante et qui arrive, c'est ce qu'on appelle la convention judiciaire d'intérêt public, ou c'est ce qu'on appelle aussi une gestion négociée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir négocier au niveau de la personne morale, pas au niveau de la personne privée. Vous allez pouvoir négocier notamment le montant de cette amende. Et l'intérêt, c'est qu'on veut une justice rapide, on veut une justice qui permet que les gens prennent des mesures nécessaires et les moyens utiles. Et c'est un peu aussi l'application du responsable mais pas coupable. C'est-à-dire que dans le cas de la convention judiciaire d'intérêt public, la personne morale est certes responsable, mais ce n'est pas inscrit sur son casier judiciaire et elle ne peut pas être exclue des marchés publics, par exemple, et elle peut maîtriser un petit peu sa réputation. Voilà. Donc ça, c'est un point important qui arrive et dont le corollaire arrive aussi, c'est tout ce qu'on appelle l'information en termes de droit de l'environnement, l'information qu'on voit arriver avec le devoir de vigilance, qui est une loi française, qui est en train d'être discutée au niveau européen et il y aura peut-être une directive à la fin de l'année. Il y a la Hollande qui a cette loi aussi maintenant. Il y a l'Allemagne qui vient d'en adapter une, qui fait que quand vous êtes une entreprise, vous devez faire preuve de vigilance raisonnable, à la fois pour vos sous-traitants. C'est l'affaire Lubrizol, quelque part. C'est-à-dire que vous avez des sous-traitants, vous devez vérifier si ce sous-traitant a bien rempli les objectifs pour éviter qu'il y ait un risque environnemental, que ce soit en France ou à l'étranger. Et ça, c'est important et c'est la responsabilité de l'entreprise. On le voit aussi dans le dernier point, et on voit la liaison avec la RSE et le rapport extra-financier, qui est aussi ce mouvement très important où on demande de la responsabilisation, on demande de prouver une sorte d'utilité sociale. Et tout ça, pour finir et ouvrir un petit peu le débat aussi, ça correspond vraiment il y a beaucoup de colloques qui arrivent actuellement sur l'éthique des affaires et qui dit, vous avez le droit de faire ça, vous avez le droit de faire ça, et avec un peu d'exagération aussi, parce que qu'est-ce que l'éthique? Est-ce que l'éthique, c'est de pouvoir
que votre entreprise puisse agir sur un territoire et développer ses produits, ou que certains diront non, surtout pas qu'elle ait d'impact, et donc elle a trop d'impact sur l'environnement, et donc on pourra pas agir. Et donc ça, c'est un point aussi qui est sociétalement très fort. Et on voit apparaître de façon aussi beaucoup plus globale, c'est que ce qui est important pour l'État, ce qui est important pour la société, c'est que on demande maintenant dans l'entreprise d'avoir une gouvernance des risques. Et là, ce qui est très intéressant pour vous, si vous êtes dans le droit de l'environnement, c'est que vous allez devenir beaucoup plus important pour vos patrons, parce que vos patrons vont demander, parce qu'ils vont engager leurs responsabilités, vont vous demander, par l'intermédiaire soit la séparation de pouvoir, le risque manager ou l'audit ou d'autres qui vont surveiller ça, ils vont vous demander de savoir quels sont les outils de prévention que je vais mettre en place ou pas. Et tout ça aussi, le dernier point qui est très important, c'est qu'il y a un certain nombre de contentieux climatiques, parce que maintenant le droit de l'environnement arrive sur le fait de dire la lutte contre le climat et la réputation. Donc vous voyez bien qu'il y a un enjeu absolument très fort, où on déplace aussi ce côté crise environnementale très locale à un but beaucoup plus sociétal et qui est lié par exemple au climat, parce qu'on considère que chaque acteur a une responsabilité vis-à-vis du climat. Alors, merci beaucoup Gilles pour ce propos. Plus globalement, on a l'impression que les crises se rapprochent et s'intensifient. Alors, on a parlé aussi bien des catastrophes naturelles que des crises, des sinistres industriels et de leur acceptabilité. On a beau avoir des tuyaux ou des installations qui répondent à des normes et des constructions sur des dimensionnements décennales ou centennales, quand ça fait 3 ans de suite que les réseaux débordent et que le village est inondé, ça devient totalement inacceptable. On va essayer le temps de un peu moins de 10 minutes, parce qu'on a un peu croqué le temps, d'aborder ce sujet autour de 3 questions. La première que je vais vous poser, Gilles et Franck, c'est quels sont les principes de bonne gestion d'une crise et d'une crise environnementale? Je vais peut-être commencer. Bon, on en a déjà abordé pas mal, hein, donc évidemment, on ne reviendra peut-être pas sur la préparation, la simulation. Jean-Paul l'a dit, Gilles aussi, Stéphane. Peut-être une ou deux remarques. On voit bien qu'on parle de prévention, on parle de capacité de financer via le monde assurantiel les sinistres, mais on voit bien que l'enjeu, encore une fois, de la réaction, de l'action, c'est aussi de diminuer les impacts, et ça, il faut s'y préparer en termes de moyens et avec la bonne temporalité. L'enjeu de la bonne temporalité dans l'action est absolument critique, premier point. Et le deuxième point qui me semble important, c'est que une aventure gestion de crise, c'est jamais une aventure seule. C'est-à-dire qu'on est au cœur d'une équipe avec plein d'acteurs, et il est important que des partenariats soient noués à l'avance de manière à pouvoir intervenir de façon coordonnée avec les acteurs publics, les logisticiens, les greniers à eau, tous ceux qui vont avoir une action utile dans ce mouvement-là, aussi pour limiter les conséquences. Donc ça, je pense que ça me semble essentiel de le rappeler. Gilles, peut-être en rebond sur cette question-là, et puis en enchaînement, c'est Franck l'abordé, personne gère une crise tout seul. Quel est le rôle de chacun, en fait, dans la gestion de crise? Je pense que tout à fait, je partage tout à fait ce qui a été dit, c'est-à-dire que hier, par exemple, j'étais avec une collectivité locale et on parlait d'une crise, et une des crises qu'il y avait, c'est qu'elle était surprise parce que certains, pour répondre à la crise environnementale, certaines communes avaient des moyens, l'autre commune qui était à côté, malgré le fait qu'elles appartiennent à la même intercommunauté, avait des moyens, et ils ne se parlaient pas. Ils ne sont pas allés chercher les moyens de la commune d'à côté. Donc, on voit très bien quand il y a une crise, ça dépasse un territoire bien défini, et qu'il faut aller d'abord, faut essayer de trouver des scénarios, et dans ces scénarios, il faut voir où est-ce qu'on va chercher ces moyens de façon très rapide, parce que la crise, la question de la temporalité, elle existe très fortement. Et donc, un des principes de bonne gestion très importants, c'est cette gouvernance. Et dans cette gouvernance, moi, j'avais toujours pour principe, dès qu'il y avait une cellule de crise, j'allais en tant qu'industriel dans la cellule de crise. Parce que en face, il y a des pompiers, il y a des gendarmes, il y a l'ARS, il y a le préfet. Et donc, chacun a sa propre logique, chacun a son mode de fonctionnement, quelquefois, chacun a sa hiérarchie. Et donc, il faut aller vite, il faut créer la transversalité. Et cette transversalité, vous allez la créer si vous êtes professionnel, si vous avez de l'expertise et si vous avez confiance les uns aux les autres. Et donc, ça, c'est très important de pouvoir créer cette transversalité. Et ça se fait à froid.
Ça se fait pas le jour même. Le jour même, c'est extrêmement compliqué de le faire. Donc, il faut se préparer et pouvoir agir efficacement au bon moment. Je complète juste par la gouvernance, la transversalité, comme tu le dis, Gilles, mais aussi après, la question qui se pose, c'est tout de suite le niveau de mutualisation des moyens. Puisqu'on voit qu'on est organisé en France de façon plus ou moins concentrée ou déconcentrée, et c'est une question qui se pose très rapidement parce que tu dis, on cherche des moyens à chaque fois qu'on doit réagir. Ça sous-entend que ça n'a pas été en général préparé, identifié, avec des conventions et structuré, et qu'on est souvent en train de chercher des moyens, comme tu l'expliques, et c'est un des problèmes qu'on rencontre en France. Alors, il faut se connaître, comme vous disiez, avant de devoir gérer ça. Il faut avoir identifié les moyens pour pouvoir les mutualiser et peut-être justement se coordonner, organiser tout ça. Donc, qu'est-ce que vous imaginez comme nouveau modèle pour mobiliser justement ces différentes expertises, ces différents talents en préparation d'une gestion de crise? Bon, peut-être une question qui s'ouvre, hein, sans la fermer à ce stade-là, c'est aussi la question de l'acceptabilité du risque. C'est dans le principe de transparence, le débat public est très très peu ouvert sur cette notion-là. On voit aujourd'hui qu'il est au cœur de nos soucis avec la crise de la Covid, mais quand on parle de risque environnemental et de critique, on a des débats publics sur la préparation, sur l'aval, sur la sinistralité, mais encore une fois, pas sur jusqu'à quel point on est prêt à accepter un certain niveau de risque. C'est un vrai sujet qui guidera de toute façon les solutions, puisqu'en fait, les crises que l'on vit aujourd'hui, on dit tous qu'elles sont plus intenses, plus nombreuses, plus fréquentes, mais elles restent très locales. Et donc, on a toujours le syndrome que ça ne tombera pas chez moi, quoi. Et donc, cette question de niveau de risque acceptable est au cœur des modèles de demain. Et les modèles de demain devront embarquer d'une manière ou d'une autre la problématique de la contractualisation des moyens, de leur mutualisation et de leur niveau, puisqu'encore une fois, on voit bien qu'il y a souvent des sujets de priorisation qu'il faut être capable d'adresser dans ces réflexions-là. Oui, je vais peut-être pas être politiquement correct, mais en fait, souvent, quand on parle d'acceptabilité, je suis d'accord avec vous, du risque, c'est qu'on a tendance à pas regarder le risque. Et donc, beaucoup de personnes, suivant le risque qu'ils peuvent avoir, hein, que ce soit un risque environnemental, un glissement de terrain, des zones à risque, ben, on préfère ne pas faire, par exemple, les exercices. Comme ça va pas alerter la population, ça va pas l'inquiéter. Ben, ça, c'est fini. Pour moi, et c'est là que je suis peut-être pas politiquement correct, pour moi, la responsabilité des élus, la responsabilité des dirigeants, elle peut être engagée du fait qu'on n'a pas fait les exercices. Parce qu'on s'est dit, non, on va pas inquiéter, ça sert à rien, on va le faire plus tard. Non, maintenant, il faut le faire. Et c'est ça l'esprit aussi de la nouvelle loi, c'est qu'il faut le faire, il faut faire ces exercices, il faut faire ces simulations, et il faut sensibiliser la population autour. Après, il ne faut pas faire non plus n'importe quoi en termes de biais cognitifs, c'est-à-dire que déclencher la peur collective, c'est assez facile, l'arrêter, c'est très compliqué, on le voit très bien avec le Covid. Mais ce qui est important, c'est que chacun puisse prendre conscience du risque à sa bonne mesure et qu'il puisse faire des exercices de prévention. Et ça vaut aussi pour les écoles. On le fait actuellement, beaucoup d'écoles le font, par exemple, dans certains endroits, pour le risque terroriste, depuis Human Bomber. C'est pour ça que le dernier point de ce slide, c'est sa contractualisation. Évidemment, quand on parle de catastrophes naturelles ou même de grands sinistres industriels, ce sont pas en protection civile, les pompiers, tous les services que vous avez cités, même des fondations qui vont intervenir. Jean-Paul en est un digne représentant sur des opérations humanitaires. Donc, on a l'impression que c'est géré par une puissance nationale. Beaucoup d'entreprises nationales, dont certains représentants sont dans les participants aujourd'hui, ont des moyens d'intervention. Mais quand on veut faire de la formation, quand on veut faire de la simulation, ça nécessite des moyens, et donc il faut pouvoir aborder ce sujet de la contractualisation, de la financiarisation quelque part, de cette préparation et de cette anticipation des risques. Gilles, Franck, est-ce que vous voulez ajouter un point sur ce sujet? Mais je crois que tu as abordé le point important, contractualisation, financiarisation, et surtout être capable d'anticiper les moyens qui seront nécessaires pour limiter le risque d'une part, mais aussi en réduire ses conséquences une fois l'action venue. Et là aussi, je ne serais peut-être pas politiquement correct, mais on est quand même en France dans un syndrome où on a toujours un peu l'impression que l'État peut tout pour nous.
Et on voit bien que chaque acteur a un rôle à jouer à chaque étage, je dirais que ce soit dans le monde public ou privé, dans la prévention, mais aussi dans l'action. Et il faut que tout ça se traduise sous forme de convention d'une manière ou d'une autre, de manière à être, là encore une fois, toujours plus près face à la menace. Et de mon côté, je rajouterai juste un dernier point, c'est qu'on a parlé tout au long de cet atelier de crise environnementale catastrophique, mais dans les crises environnementales, il y en a évidemment bien d'autres, et notamment dans notre domaine, les sécheresses qui sont de plus en plus fortes et qui créent en fait des syndromes de type crise qui s'inscrivent dans la durée, où on voit aujourd'hui en France des situations où les ressources en eau sont complètement vides et qu'on remet en service des camions-citernes pour alimenter certains hameaux, certains villages, etc. Donc ça nous amène à la gestion de crise de moyen terme qu'il faudra adresser sûrement avec des moyens adaptés là aussi. En tout cas, merci beaucoup. Gilles, Franck, voilà, en synthèse, les points que vous avez abordés sur à la fois la préparation et qui reparlent des systèmes d'alerte qui nécessitent d'être rapides, efficients et réguliers, et surtout rapides, quelque part, réaliser ces exercices de crise de façon régulière et réaliste pour former l'ensemble des intervenants et systématiser les retours d'expérience de façon empirique. Cette mutualisation, on a parlé des moyens matériels, mais des connaissances et l'implication de toutes les parties prenantes pour que le jour où on gère une crise, la coordination soit déjà rodée. Et puis, ce sujet qui est certainement nouveau, mais qu'il faut pouvoir aborder, de la contractualisation. Les savoir-faire sont nombreux et nécessaires pour gérer ces crises en termes de formation, de simulation, de préparation et bien d'autres. Et le rôle d'ensemblier que va jouer l'ARS, que va jouer la préfecture au moment où ils vont gérer la crise, il va devoir aussi s'appuyer sur d'autres professionnels, et c'est intéressant aussi de pouvoir les identifier. Il est quasiment 15 heures, normalement l'atelier est fini, mais au niveau de la technique, on nous a dit qu'on pouvait dépasser de 5 à 10 minutes, donc j'espère que les personnes qui sont là vont pouvoir rester encore quelques minutes avec nous. Il y a quelques questions qui ont été posées. Beaucoup concernent Stéphane Rapi avec les assurances qui a fait un beau succès. Alors, je vais poser oralement celle de Francis Laurent ou Laurent Francis, je ne sais pas. Stéphane, je vais te laisser le compléter par rapport à la réponse écrite que tu as faite. Donc la question, c'était: la prévention est une mesure essentielle pour limiter les frais de remise en état suite à l'intervention d'un sinistre. Est-ce que les assureurs proposent des mesures incitatives ou des accompagnements pour mettre en œuvre des mesures de prévention? Alors, tout à fait d'accord avec Laurent Francis. Bien sûr, la prévention est essentielle. Moi, avant de travailler chez Veolia, j'ai travaillé quelques années dans l'assurance et je suis rentré dans l'assurance par la porte de la prévention. Donc, moi, je suis marqué au fer rouge par la prévention. Et je peux vous dire que les assureurs militent fortement là-dessus. Malheureusement, ils sont souvent confrontés à des assurés qui, eux, ne veulent pas forcément les suivre. Les assurés, souvent, ont tendance à penser que les sinistres n'arrivent qu'aux autres. C'est bien malheureux, mais la conséquence, c'est après, les primes augmentent quand ils ont des sinistres. Et puis, le dernier exemple en date, c'est malheureux, mais lorsque le régime assurantiel actuel des catastrophes naturelles, un régime français un petit peu particulier, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, c'est un petit peu complexe, mais ce régime est en cours de révision. Les assureurs ont fait de nombreuses propositions vis-à-vis du législateur pour que dans l'indemnisation de ces sinistres, les communes ou les particuliers qui avaient mis en place des systèmes de prévention, que le système puisse en tenir compte, eh bien, ça a été retoqué par les politiques. Et aujourd'hui, la réforme, elle vise plus à accélérer, alors c'est très bien aussi pour les victimes, la réforme aujourd'hui vise à accélérer le processus indemnitaire, mais absolument pas, moi je trouve ça malheureux, absolument pas d'inciter à la prévention. Les assureurs poussent, mais malheureusement, c'est pas toujours… Par contre, Stéphane, ce qui peut être intéressant, c'est que, mon avis sur la convention judiciaire d'intérêt public, si on applique les mêmes principes qui sont appliqués aux États-Unis, notamment sur la compliance criminelle, c'est qu'en fait, suivant la prévention que les gens vont mettre, leur peine sera adoucie, sera moindre.
C'est un peu en droit du travail, ce qu'on applique l'obligation de moyens renforcée. Si vous avez mis les outils de prévention, votre responsabilité pénale peut être dégagée ou fortement limitée. Il y a aussi cette arme-là de ce côté-là. Mais je suis d'accord avec toi que vaut mieux prévenir que guérir. Ça, c'est une certitude. Ouais. D'accord. Et c'est vrai que maintenant qu'on est avec un risque sur tout, j'ai retenu 30% du chiffre d'affaires et la responsabilité pénale du dirigeant, c'est une motivation intrinsèque intéressante. Il y a une autre question d'Arnaud Jumel qui vous questionne sur le travail avec les météorologues pour anticiper les impacts sur l'évolution climatique et les différents risques sur les territoires, inondations, sécheresse ou autres. Qui veut prendre cette question? Moi, je peux dire peut-être juste un petit mot que j'ai vu sur un bureau d'études intéressante, c'est que maintenant, par exemple, des gens qui travaillent sur l'eau, c'est le terme de la résilience. C'est-à-dire que quand il y a une digue, ils vont se débrouiller pour pas mettre une école à côté de la digue. C'est-à-dire que c'est l'intégration des questions de résilience et de risque à l'intérieur de l'aménagement d'un territoire. Et donc la météorologie, elle est intéressante de ce point de vue-là. Bon, après, c'est qu'est-ce qu'on fait de la lutte contre le climat et qu'est-ce qu'on peut regarder. Et après, il y a tout en droit de l'environnement. Vous connaissez des crues centenaires, tout ce qui peut arriver en termes de fréquence du risque. Oui, et puis la complexité, c'est l'étude entre la météo qui est sur un temps court et la climatologie qui est sur un temps long. Et les calculs qui sont faits justement sur des abacs qui étaient par principe plutôt sur des périodes de stabilité. Et donc on avait défini ce qu'était une crue décennale ou une crue centenale. Et les statistiques aujourd'hui nous font mentir, puisque voilà, cette crue décennale arrive quasiment tous les ans parce qu'il y a ce changement climatique. Et donc, cette augmentation, et en fait, c'est le point de référence qui change et qui vient aussi perturber, puisque les réseaux sont là, c'est des investissements qui sont lourds, qui peuvent pas être modifiés de façon simple et qui s'avèrent peut-être maintenant moins dimensionnés qu'ils n'étaient prévus pour l'être. Une question de Carole, Lancel, comment améliorer la prévention dans les habitations, logements sociaux en l'occurrence, y a-t-il des partenariats à mettre en place? Alors, répète, la question c'est de savoir comment améliorer la prévention dans les habitations et les partenariats à mettre en place, notamment avec les bailleurs sociaux. Alors, écoutez, sur ces questions-là, ça fait une vingtaine d'années, notamment sur la précarité énergétique, sur l'isolation, que les questions se posent sur les bailleurs sociaux. Donc, c'est la notion de l'usage. Donc, pour le moment, en termes de prévention, il y a des grands programmes pour justement isoler les maisons, parce que ça représente à peu près, je crois, 30% d'impact. Mais il reste cette question de la prévention, parce qu'il suffit, quand vous isolez une maison, il suffit de mettre un trou à l'intérieur et ça fait de la surpression et toute votre stratégie ne fonctionne pas. Bon, il y a des associations qui sont créées pour sensibiliser, pour faire comme ça, mais bon, ça reste très compliqué sur ce point de vue-là, parce qu'il y a un usage qui n'est pas forcément évident à utiliser. Très bien. Après, vous pouvez faire signer un contrat de performance énergétique aux gens qui sont locataires, mais c'est la seule sorte de contractualisation à l'envers. Voilà. D'accord. Il n'y a pas d'autres questions dans l'onglet ni dans le chat. On a dépassé de 5 minutes le temps qui nous était donné. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier. Tous les intervenants, parce que on a essayé de tenir en 3 quarts d'heure des personnes passionnantes qui auraient pu chacun faire une présentation de 2 heures qui aurait été réellement très inspirante. Donc merci à tous, vous êtes prestés à ce jeu de synthèse et de complément de vos avis. Donc je remercie très chaleureusement Franck Texier, Jean-Paul Coursier, Gilles Sabar, Stéphane Rappi d'avoir participé à cet atelier. Vous avez ici une trace qui va rester dans la vidéo qui sera en replay avec notamment leur mail si vous souhaitez reprendre contact avec eux, parler de gestion de catastrophes naturelles en France ou à l'international avec Jean-Paul qui a une
très belle expérience de toutes nos actions humanitaires ou des autres sujets qu'on a pu aborder aujourd'hui, que ce soit pour les collectivités ou les industriels. N'hésitez pas à reprendre contact avec nous pour pouvoir creuser ces sujets extrêmement intéressants. Merci à toutes et à tous. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.